Alors, bonjour, je suis avec plein d'invités et toujours avec ces charmantes Nawel. Je suis là. Mais non, Nawel. Véronique et Nawel qui sont là avec moi et qui présentent avec moi. Et donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de commencer par Véronique. J'adore le nom Petit Soleil. Mais moi aussi, écoute, Roberto, si. Petit Soleil. Petit Soleil. Petit Soleil. Encantada. Parce que déjà, tu vois, ça sonne, même s'il n'y avait pas Petit Soleil, hein, Roberto, déjà, tu voyages. C'est soleil. Oui, c'est sûr. Donc moi, je suis ravie. D'ailleurs, Roberto, vous avez vu, il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec deux personnes. Voilà, avec la famille musicienne. Il a une belle chemise. Alors les chemises, je dois préciser une chose, il y a des petits récepteurs. Ça s'appelle jabot pour la vitamine D qu'on reprojette après. Ah, intéressant. On les porte la journée pour accumuler la vitamine D et quand on joue le soir, en fait, ça renvoie la vitamine D qui est, vous le savez, pour très l'organisme, bénéfique, pour le bien moral. Sûr, bien sûr. Mais il a une très belle chemise. Hein. Ben écoute, c'est pas des ravioles. Qu'est-ce que tu aimes C'est chemise à jabot. Tu aimes le jabot. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Et les manches aussi, le froufrou et les manches. Ouais. Je peux rajouter quelque chose. Alors, je vais dire quelque chose sur cette chemise. Je l'ai achetée dans une friperie à Grenoble en 1985. Il l'avait trouvé dans une poubelle. Mais non. Au siècle dernier, c'est vrai. Au XXe siècle. Alors Roberto, donc tu es venu avec ton groupe, on peut dire ça. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce groupe? Comment est né ce groupe? Ton parcours et puis votre rencontre et jusqu'à aujourd'hui? Alors Petit Soleil, il faut savoir d'abord que c'est un cocktail qui vient de la République dominicaine. En espagnol, c'est Pequeño Sol. Et moi, étant d'origine andalouse, arabo-andalouse, voilà, du sud de l'Espagne. J'ai grandi dans un environnement où il y avait de tas de musique latino, sud-américaine aussi, hein, c'est-à-dire l'Espagne et l'Amérique du Sud. Et autour de ça, j'ai fait mes bagages, c'est-à-dire que c'est dans mes valises depuis très longtemps. Et puis, Petit Soleil, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est des ingrédients qui viennent précisément d'Amérique latine. Et au fond, le projet Petit Soleil, c'est un cocktail. Et puis j'ai avec moi des amis, parce que c'est des amis de longue date, et Japi Petit Soleil qui est aux percussions, et Pierrot Petit Soleil qui est à la guitare pop. Lui aussi, il a fait des efforts avec sa chemise. Hein. Quand même. Les trois chemises, elles parlent du soleil, elles sont solaires toutes les trois. Hein. Si vous voyez sur la plage, j'ai fait que ça donne. Et alors, dis-moi, donc tu me dis, donc moi ça me parle, tu me parles d'Andalousie. Oui. Bienvenido, encantada. Donc ça veut dire que tu écris, tu composes depuis que tu es tout jeune, ou c'est venu après? Est-ce que tu en as fait ton métier tout de suite? Comment et est-ce que tu écris donc ce que vous allez chanter tout à l'heure? Oui. On va vous écouter. C'est en espagnol ou c'est en français? Et en français aussi. Ok. Français ou espagnol. Alors j'explique un peu. Mon papa jouait de la guitare. Il m'accompagnait dans les fêtes de famille, parce que dans les soirées familiales tout autour de la Méditerranée, on met le gamin sur la table et il chante. Donc je faisais des radiocrochets. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai fait un radiocrochet avec Sophie Darel, si vous vous rappelez. Oui. Et puis j'ai fait mon petit chemin, il m'a appris à jouer de la guitare, et puis j'ai dû faire ma première compo. Alors c'est mon père qui écrivait le texte et je mettais en musique. J'ai dû faire ma première musique, je devais avoir 14 ans. Et puis après, ça m'a suivi. J'aime le processus de composition. En fait, on en parlait tout à l'heure. C'est des idées qui vous viennent comme ça dans la journée. Soit vous les notez, soit elles partent. C'est-à-dire qu'il faut savoir attraper ce moment. On est tous des artistes, hein, ça c'est ma conviction. À partir du moment où on rêve, on est potentiellement un artiste. Donc après, on s'en sert ou on laisse partir. Donc moi, mon travail, entre guillemets, c'est parti d'une passion et c'est devenu mon métier. C'est d'attraper toutes ces petites idées qui peuvent être aussi le matin, quand on se lève. On a plein d'images dans la tête, alors on les note ou on les note pas. Mais si on les note pas, on prend le risque aussi qu'elles s'en aillent.
C'est ça, comme les rêves, finalement. Oui. Hein, voilà, c'est ça. Mais non, il y a une chose qui est facile, c'est que tu achètes un enregistreur et tu... Oui. C'est pas mal aussi. Ça va Ou vite, le petit ça. carnet à l'ancienne. Moi, je suis à l'ancienne, j'aime bien écrire. C'est J'aime moderne. bien écrire. Donc, mais effectivement, si c'est une mélodie, Juste un pense-bête. Ce que Oui. je veux dire, c'est un pense-bête. c'est un très bon outil pour justement pour figer ce petit Pour truc-là le qu'on va partiel, ça développer m'aurait plus arrangé. tard. Hein. Et donc, tu as commencé à chanter et à te produire À donc, 8 ans. en Espagne, là-bas, en Andalousie Non, ici. En France. Moi, je suis né à Oran, en Algérie. À Oran, ouais. Je suis un pied noir, mais avec un gros background, je veux dire, avec dans mes valises le sang Origine, bien espagnol, sûr. quoi. Donc, tu es arrivé en France à quel En endroit 62 Et- à Grenoble. À Grenoble, hein. Il fallait qu'on suive ma grand-mère Ouais. qui était là-bas. Mes parents ont reçu c'est pas un fax qu'on a appelé ça à l'époque. Un télégramme, un truc comme ça, où on nous disait, la grand-mère, elle est à Grenoble. Donc on arrive d'Oran, une ville du soleil, hein, Ben oui. et on arrive à Grenoble, et puis... Mais heureusement Pas que toi. direct à Grenoble, à Marseille d'abord, non? Non, à Grenoble. En fait, les pieds noirs, ils sont partis un bateau, peu il dans la arrivait pas à précipitation. Donc, il y en a qui sont partis, qui ont atterri dans le nord. Il y en a qui ont bien calculé leur truc, qui sont arrivés tout de suite dans les villes du sud, et tant mieux pour eux. Moi, j'ai mis du temps pour descendre dans le sud. Hein. J'ai été à Grenoble jusqu'à il y a 10 ans, et je me suis disposé à me rapprocher de mes racines. On est au balcon de la Méditerranée, et d'une culture qui est magnifique, quoi. Tout à fait. Tant dans la musique, la littérature, la cuisine, enfin, dans des tas de domaines. Qu'est-ce que tu nous racontes dans tes chansons? Ce que je raconte, c'est ce qui m'arrive quand j'ouvre les fenêtres le matin. Alors, les thèmes, c'est l'amour, évidemment, parce que c'est ce qui nous fait tenir debout, mais j'ai des petits instants de colère, mais je les fiche pas. Pourquoi je les fiche pas? Parce que je pense que quand on va en spectacle, on n'a pas envie de voir un type qui pleure, quoi. Ou alors le temps d'une chanson. Hein, une chanson, ça dépend, va. ça peut être Pleurer, c'est émouvant, pas non hein. plus, c'est Ça pas peut que être des émouvant. instants de colère, hein, pleurer. Hein. Non, Ouais. mais des instants de... Je veux dire que quand on s'appelle Petit L'émotion. Soleil, on peut pas arriver avec des ambiances plombées. Alors si je mets une petite chanson où il va falloir qu'on sorte les mouchoirs, je veux bien, mais personnellement, hein, ça c'est mon rapport à la musique, c'est qu'il faut qu'on ait des marchands de bonheur. En fait, notre boulot, c'est d'amener du bonheur et pas de nous plomber dans notre réalité qu'on va retrouver quand on allume notre poste de radio. Ouais, on est bien Voilà, d'accord. ça, c'est mon- Ouais. Ton leitmotiv. Une idée, c'est mon leitmotiv. Toutes sont défendables. Hein. Un chanteur de blues, il va exprimer des choses magnifiques, mais c'est pas mon truc. Ouais, voilà. Donc toi, ça veut dire que on va vous écouter. Hein. Ça veut dire que déjà, je suppose qu'au niveau musique, bon, déjà là, hein, on a bien vu qu'avec les chemises, on en Oui. plein les Mais quel est mirettes. le style musical, Le soleil, voilà. hein. Mais je pense qu'au niveau, donc la musique, c'est une chose. Elle nous embarque dans cet univers festif. Oui. On peut dire ça. On peut danser Ah sur, oui. Ah oui, voilà. ah oui. Il y a vitamine D, D comme danse. Hein. Aussi. Ah, oui. Aussi. Alors, comment est-ce que vous travaillez ensemble tous les trois? Ça se passe comment? Eh bien, je vais passer le micro à Japi Petit Soleil, parce que, alors, très rapidement, hein, parce que je vais les laisser s'exprimer, ils ont des choses à dire aussi. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a chacun un parcours. C'est une base de chansons latines, mais Japi Petit Soleil, lui, il a un cheminement aussi de vie et de musique, de goûts musicaux. Pierrot Petit Soleil, c'est aussi le cas. Donc, ce qu'ils amènent dans les chansons que je leur présente avec mon petit ukulélé, ils amènent la couleur, ils amènent le côté cinémascope, ils amènent l'espace. Les Alors, couleurs, allons-y, c'est les allons-y, couleurs. Allons-y. Alors, c'est vrai, en général, il compose au ukulélé, hein, ou à la petite guitare qui s'appelle le requinto, qui est une guitare d'Amérique du Sud. Et il écrit ses textes, et puis il nous présente la chanson, et on la travaille ensemble pour tout ce qui est arrangement. Alors, comme Pierre, il habite dans l'Isère, on le voit pas très souvent, donc on monte la chanson tous les deux. Je rajoute souvent des deuxièmes voix pour que la mélodie, elle soit encore plus jolie. Et puis quand on a fini le processus d'arrangement tous les deux, on envoie par Internet chez Pierre, et puis lui, il pose ses parties de guitare. Et après, on se voit tous les trois pour monter la chanson, pour qu'elle soit jouable sur scène ou enregistrable. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut vous écouter, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire,
On peut vous écouter, vous trouver sur Internet, je suppose. Ah, c'est le spécialiste. Alors oui, on a fait avec Petit Soleil dans cette formule, on est ensemble depuis 2018, on a fait 3 albums qui sont disponibles sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple, etc. Oui, okay. Sur toutes les plateformes. On a une boutique Bandcamp. Alors Bandcamp, c'est un site américain où les groupes indépendants peuvent mettre leurs chansons et leurs albums. Et sur Bandcamp, l'avantage qu'il y a en plus des plateformes comme Spotify ou Deezer, c'est qu'on peut aussi vendre l'objet physique. Ah, ok. Donc les 2 CD qu'on a produits, ils sont en vente sur Bandcamp, sur la boutique de Petit Soleil. Alors chaque artiste a une boutique, hein, et puis il y en a des milliers, hein, c'est dans le monde entier que ça se passe. Voilà. Et puis si on veut nous voir sur scène ou dans des vidéos, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Petit Soleil Channel. Et voilà. Et moi, je crois que... On va passer les micros, on va passer les micros à ce... Bon, Pierre, tu vas Pierrot Petit Soleil. La troisième question. Bien, moi je suis le dernier à avoir rejoint le groupe. C'était en 2020. Le petit dernier. Voilà, le petit dernier. Alors, il se trouve que Roberto et Japi, je les connais depuis assez longtemps. Enfin, surtout Japi, on a beaucoup joué ensemble. On s'est rencontrés à la fin des années 70. Je parle de 1970, attention. Oui. Donc voilà, on se connaît depuis longtemps. Et alors, on s'est retrouvés un petit peu, par hasard. Ça a commencé par des petits bœufs par-ci par-là, puis on a vu que ça collait bien. Donc, j'ai fini par rejoindre, on va dire officiellement le groupe. C'est vrai qu'à cette époque-là, vous faisiez des trucs, on va dire du pur latino avec des instruments plutôt traditionnels, du ukulélé, requinto, percussion, caronne, etc. Et voilà, et moi je suis arrivé avec à la fois mon passé musical et puis les instruments, enfin voilà. Donc oui, et clarinette. Mais par exemple, l'apport de la guitare électrique, je pense que ça a un petit peu décalé la musique du pur latino, on va dire. Et puis c'est aussi dû à tes nouvelles compositions, un peu plus vers la chanson pop, voilà, on va dire, donc un univers musical un petit peu décalé par rapport au pur latino. Obligé. Voilà. Alors maintenant... on va les écouter. Voilà, le Moi, mieux, ce sera de nous écouter tout à l'heure. Allez, on va vous écouter. Ukulélé sonne, que ton bois résonne sous le glisser de mes doigts. Oh, donne, fais chanter ton homme, vois comme ça rayonne lorsque ton son se déploie. Oh, donne, printemps comme automne, fais vibrer ton bois. Donne, et quand ça carillonne, je fais glisser ma voix. Then
je me détends, je cause avec le vent, je me détends, je souris aux passants, je dis ce que je sens, j'ai pas triché, c'est vrai je prends mon temps à rêvasser, je le prétends, rien ne vaut le printemps, j'en suis l'enfant, j'en ai gardé l'accent, j'ai suivi l'imprudence sans renoncer, j'ai appris que la chance, ça peut tourner. On se détend au gré du fil du temps. On se détend, le présent imprésent. On apprend l'insouciance, juste écouter ce que nous dit la chance. Quand tout est prêt, 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 quand tout est prêt. Quand tout est prêt, quand tout est prêt, quand tout est prêt. Eh ben oui, moi j'ai qu'une envie, c'est de danser. Alors, on vous remercie à tous les trois. Roberto, tu vas t'adresser à la caméra pour dire à nos spectateurs où est-ce qu'on peut vous trouver. Voilà, est-ce que vous avez un Facebook? Donc, je crois que tu as parlé de chaîne YouTube, etc. Et avant que Myriam, si on a un numéro de téléphone où on peut te joindre, si on a besoin de vous contacter pour venir nous faire danser. Alors, Petit Soleil, on sera sur les routes dès le printemps. On va aller dans l'Isère, au pays de la Chartreuse, au pays de notre Pierrot Petit Soleil. On a des projets vagues, on ne peut pas en parler encore, des projets vagues de festivals sur l'été. Et en attendant, on peut nous retrouver sur Facebook avec la chaîne Petit Soleil. On nous retrouve sur YouTube, le Petit Soleil Channel. On nous retrouve sur Bandcamp pour écouter notre musique. Et puis, pour nous contacter, c'est très simple, c'est une adresse mail qui s'appelle Petit Soleil Musique, MUSIC, tout attaché, @gmail.com. Gracias, muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Ah, si. Et maintenant, je crois que c'est au tour de Nawel. J'aime bien, Séverine. Ouais, Parce que le sujet m'interpelle. Et oui, je m'en doutais. Toi qui es une grande amoureuse des animaux, de la nature. Mais moi, j'avais hâte aussi de vous faire découvrir l'univers de Séverine, qui, je trouve ça magnifique, nous apprend à nous réconcilier avec nos amis les insectes. Alors, Séverine, tu es photographe, tu m'as dit. Exactement. Voilà. Est-ce que, déjà, comment tu es arrivée à avoir envie de photographier nos amis les insectes? Que s'est-il passé Alors, dans ta vie? Voilà, c'est un assez long parcours, en fait.
Bon, déjà, ça a commencé par la photographie, tout simplement. Et ensuite, j'aime beaucoup les animaux depuis que je suis enfant. Donc, j'ai déjà pas mal pris d'animaux en photo. Je me suis exercée dans des zoos quand j'étais toute jeune. Ouais. Et donc, les insectes, oui, c'était découvrir une nouvelle technique, une nouvelle façon de travailler la photo, et donc à savoir la macrophotographie. Donc on va aller chercher, on va agrandir donc ce qui est assez minuscule à taille, taille, on va dire humaine, enfin pas tout à fait réelle, surréelle. Selon les photos, ça peut, voilà. Qu'est-ce que tu photographies? Alors, parce que si c'est des coccinelles, moi ça me va, mais si tu photographies des scorpions, alors justement c'est là qui est un peu l'enjeu quand on prend des photos des insectes ou des arthropodes, puisque les araignées, les mille-pattes, etc. font partie d'une classification plus grande. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est habitués, nous, en tant qu'humains, à voir des choses, des animaux plutôt humanisés, on va dire, dans le sens où ils ont une tête, soit des pattes, un corps, des bras, un corps comme des nous. Yeux. Donc en temps normal, les mammifères sont plutôt bien perçus par les humains. Par contre, les insectes ne répondent pas du tout à nos référentiels, on va dire, un peu sympathiques. Ouais. Donc effectivement, les coccinelles, elles sont un peu vulgarisées, on va dire. Elles sont même dites bête à bon Dieu. Voilà, animal porte-bonheur. Ouais. Donc il y a quelques insectes qui nous semblent plutôt sympathiques, quelques insectes avec lesquels les gens ont joué petits, tout simplement. Les criquets, les sauterelles, enfin les gens aiment bien les voir sauter, enfin les enfants surtout. Et donc les araignées par exemple, ça passe un petit peu moins parce qu'elles ont beaucoup de pattes et ça donne l'impression à tout humain que l'araignée va l'enserrer dans ses pattes, le prendre et l'étouffer quoi. Donc voilà, donc il y a toute une éthique là-dessus. Mais ça veut dire que quand tu étais petite, tu n'avais pas peur des araignées, toi? Si, c'est justement ça qui est intéressant. C'est que j'ai été une pour des en plus avoir moins grandes... peur, tu as commencé à les photographier. Alors en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est que je suis effectivement une grande arachnophobe et que on se demande comment j'en suis arrivée comment j'en suis arrivée là. Et en fait, c'est tout bête. Il se trouve que le meilleur sujet en macrophotographie est l'araignée. Ah. En fait, l'araignée est plutôt calme. Il faut vraiment casser tous les préjugés là-dessus. L'araignée, c'est un animal qui est tout à fait calme, à part l'araignée sauteuse. Mais l'araignée sauteuse, souvent, elle ne mord pas, parce que les araignées mordent, elles ne piquent pas. Et donc, en fait, il n'arrive rien avec les araignées sauteuses qui peuvent nous sauter dessus, jouer même. Elles sont plutôt très curieuses. Et donc, du coup, les grosses araignées sont plutôt calmes. C'est plutôt des bons modèles quand on veut s'entraîner. D'accord. Bon, les prendre dans tous les sens. Un premier préjugé qui tombe. Exactement. Alors, tu vas dans la nature ou Exactement. Voilà. Donc c'est ça, oui. Donc je te balades dans la nature. Il y a des coins. Oui, voilà. Je suis toujours sur les mêmes secteurs en temps normal. Alors ce que je fais, c'est que je travaille donc avec une entreprise qui est Racines de France. Oui. Donc je vais sur un terrain agricole notamment, ou sinon je vais moi-même sur un terrain, toujours le même terrain. La balade du chien, j'ai envie de dire. Donc comme ça, je promène mon chien et on fait un tour et j'identifie donc toute la biodiversité qu'il y a sur le territoire. Donc aussi bien pour les terrains agricoles, ça pourrait se faire aussi en jardinerie par exemple, que pour le terrain où je vais. Donc comme ça, j'étudie un peu l'évolution. Je vois l'évolution des insectes, des populations, la quantité, la diversité des insectes. Voilà, je vois des scènes de prédation, je vois les évolutions, je vois les ordres d'apparition des insectes, je vois si ils sont là de plus en plus tôt, par exemple dans l'année ou autre. Et notamment sur les terrains agricoles, ce qui est intéressant, c'est de leur faire un petit rapport, une analyse. Donc tu travailles, tu veux dire, en partenariat avec les agriculteurs Voilà, exactement, notamment avec Racines de France, c'est-à-dire que je prends en photo ce que je trouve, la faune et la flore,
Et donc, par rapport à ça, donc, je leur fais un petit compte-rendu, notamment si je vois des espèces un peu invasives, un peu destructrices. Et ce qui peut être intéressant aussi pour les agriculteurs comme pour les jardineries, c'est qu'en cas de catastrophe climatique, notamment quand il y a des ruches ou autres, c'est de posséder des photos pour les assurances, pour montrer qu'à un tel moment, le terrain, il était encore prouvé en fait. Il était encore, comment dire, en bon état. Enfin, tout poussait bien. Enfin, il y avait les insectes qu'il fallait. Et d'un seul coup, il y a une catastrophe climatique. Ça peut être un gros orage, ça peut être les épisodes Sevenol ou autres. Si le terrain est dévasté, si les ruches sont emportées, enfin, si elles sont détruites ou autres. Tu nous as apporté des photos, je crois. Comment ? Tu nous as apporté des photos. Exactement, oui. Je crois qu'on les voit défiler. Là. Voilà, c'est extraordinaire. Et tu es autodidacte ou tu t'es formé pour approcher de si près les insectes ? Alors non, en fait, ça a été une démarche vraiment seule pour approcher les insectes, mais sinon, je me suis formée effectivement aux techniques de la photographie. On ne devient pas photographe comme ça du jour au lendemain. Oui, tu peux poser une question. Alors, il y a aussi des insectes qui mutent. Oui. Alors, en fait, comme par exemple, je crois qu'un pou, c'est un insecte. Comment un pou? Les poux, c'est des insectes? Oui. Alors, ils n'étaient pas pareils quand il y a 20 ou 30 ans. Ils ont des antennes en plus à cause des produits chimiques. Alors ça, je n'ai pas la réponse là-dessus. Puisque les poux ne font pas partie des terrains agricoles. Non, mais moi, j'ai étudié, c'est pour ça. Ils m'ont fait peur. Le bon mais film c'est vrai d'horreur, qu'il y a des insectes. Les insectes s'adaptent à leur environnement. Ouais, c'est ça. Alors, l'adaptation, elle peut se faire sur des milliers d'années. Ou elle peut se faire rapidement, selon les circonstances. Et vous pouvez même regarder dans la nature, en temps normal, quand l'herbe est verte, vous allez trouver les insectes de couleur vert. Ils vont se confondre, par exemple, dans l'herbe, dans leur paysage, dans leur environnement. Et lorsque l'herbe sèche, vous allez trouver les menthes qui sont devenues beiges. Et tout là, simplement. qu'est-ce que tu penses maintenant de la nouvelle nourriture d'insectes ? Ça, chacun a ses idées là-dessus. Moi, je ne suis pas contre si ça peut être une solution. Ou, si rien à manger, oui. Je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte aussi, nous, l'humain. T'as jamais goûté, Myriam? Tu n'as jamais? Moi, si. Et franchement, c'est oui, j'ai goûté. J'ai goûté, je crois, un petit criquet ou un grillé. C'est très très bon. Apéritif. Dès que le cerveau, il faut oublier que c'était un insecte, etc. Faut essayer de. Oui, c'est ça. Franchement, c'est goûteux, c'est croustillant et c'est plein de vitamines. Alors j'ai goûté, comme la vitamine D, et de protéines aussi, c'est très très bon. J'ai goûté, mais j'avoue que souvent on a des larves d'insectes qu'on trouve. En fait, ça n'a pas de goût à la base. Je les ai goûtés en nature, ça n'avait vraiment pas de goût. Par contre, si c'est agrémenté de curry ou autre, ça peut être. Mais c'est très intéressant. Mais toi, c'est quoi ton objectif quand tu dis réconcilier l'humain avec l'insecte ? Alors oui, tout à fait. Comme je vous disais, qu'on n'ait pas peur, qu'on se sente... Voilà, exactement. Ma spécialité, c'est plutôt de faire du portrait de l'insecte, on va dire, pour que l'humain s'habitue à voir ces insectes. Et puis c'est vrai, quand on voit un insecte en tout petit, on voit pas qu'il a des yeux. On distingue mal les oreilles, mais c'est pour ça que je fais aussi des fois des conférences. C'est pour expliquer que les oreilles, ils peuvent écouter par le côté du corps, qu'ils n'ont pas un cœur comme nous ou un intestin comme nous. Ils ont deux veines qui traversent tout le corps. Voilà, donc je donne quelques éléments sur l'anatomie. Tu dis que tu fais des conférences. Alors, est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire comment on retrouve toute ton activité, tout ton travail? Est-ce que tu as un site, un Instagram, une page Facebook? Bien sûr. Alors, effectivement, donc j'ai 2 sites Instagram. Alors, c'est Sève, SEV, -le 8. Donc, c'est Sève et les petites bêtes. Donc, à chaque mot, il y a un tiret du 8 donc en bas. Ensuite, j'ai le site... @caméra-du-8 pareil jardin, où là je mets les films et les oiseaux qui passent dans mon jardin, tout simplement pour voir la pluralité de toutes les espèces qui peuvent passer dans mon jardin.
Et ensuite, donc, j'ai ma page aussi pour les mariages, pour les photos de mariage, etc. Donc, vous pouvez aussi me contacter donc, au nom de Séverine Bignon. Donc, j'ai une adresse mail, séverine.bignon.photo@gmail.com. Et donc, je suis disponible pour être contactée pour des conférences, pour les bibliothèques, pour faire des expositions sur la macrophotographie, qui est quand même ma passion de base. Et aussi, donc, pour faire de l'éducation aussi aux enfants, pour les écoles qui seraient intéressées. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est Très intéressant. Ouais. Voilà, écoutez, je m'absentais pas très longtemps, juste quelques minutes. Oui. Je vais aller rejoindre le docteur Love Sister, je suis son infirmière. C'est un vrai médecin et on fait un interview régulièrement avec lui sur des sujets très intéressants. Et là, depuis peu, on fait sur le sujet sexuel. Donc, je pars et je reviens tout de suite. À l'heure. À tout à l'heure. Sois pas trop longue, hein. Alors nous voilà de retour avec le docteur Love Sister sur le sujet de la sédentarité. Nous allons continuer le deuxième chapitre. Voilà, deuxième chapitre, et les suite conséquences de la semaine dernière. Sédentarité. Ouais, les conséquences de la sédentarité, effectivement, c'est un peu un mal du siècle, la sédentarité, comme nous disions dans l'émission précédente. Et les conséquences de la sédentarité, elles augmentent de plus en plus, quels que soient les niveaux d'âge, d'ailleurs, autant chez les adultes que chez les enfants. Et malheureusement, la population en a très, très peu conscience, en fait. De cette, parce qu'en fait, oui, parce que les personnes comme dans beaucoup de milieux, même médical, je suis désolée de le dire, mais ils vont dire d'une personne, elle est sédentaire parce qu'elle ne bouge pas de chez elle. Mais ils ne vont pas parler de tout ce qui a été développé la semaine dernière et qui va être encore développé maintenant. Voilà. En fait, le pronostic de toutes les maladies chroniques, que ce soit les maladies psychologiques, tu parlais de la dépression la dernière fois, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les maladies métaboliques, que ce soit les cancers, tous ces pronostics-là vont être impactés par la sédentarité. Ils vont être aggravés par la sédentarité. La sédentarité elle-même est quasiment à l'origine, on a dénombré aujourd'hui pratiquement de 35 maladies chroniques qui sont directement liées ou provoquées par la sédentarité. C'est énorme. On ne peut pas les nominer parce qu'il y en aurait beaucoup et l'émission durerait très longtemps. En fait, 35 pathologies. Comment on l'explique? En fait, on va l'expliquer par le fait que la sédentarité modifie. Il y a des choses qui étaient déjà connues. Hypertension, surpoids, troubles des métabolismes du sucre. On sait même que chez les personnes qui sont sédentaires, les taux de sucre, y compris la nuit, sont plus élevés que chez les gens qui sont actifs. Et on a aussi de nouvelles données sur la sédentarité qui sont en fait qu'on peut avoir des troubles hormonaux liés à la sédentarité. D'accord, la thyroïde. Entre autres, hormones sexuelles aussi. On peut avoir des troubles qui sont liés au métabolisme des graisses. Tout ce qui est graisse périviscérale, tout ce qui est graisse abdominale va augmenter par l'inactivité. D'accord. Et par la sédentarité. Donc en fait, ces graisses, elles vont produire des substances qui s'appellent les cytokines. Alors, un petit rappel, quand on a parlé du Covid, on a parlé de tempête cytokinique ou d'orage cytokinique qui fait en fait que le Covid est une maladie inflammatoire. Et pareil, dans la sédentarité, cette accumulation de graisse va produire des cytokines, et ces cytokines, elles vont augmenter l'inflammation. Elles sont des médiateurs de l'inflammation, elles sont des médiateurs du stress oxydatif. Elles vont perturber la circulation et en particulier la circulation au niveau cérébral. Donc on voit là le lit et en plus de tout ça, elles vont diminuer les défenses immunitaires par cette inflammation. On voit là le lit qui est fait à toutes les maladies chroniques qui peuvent se développer. À partir de ce que je viens de te dire là, inflammation, stress oxydatif, baisse des défenses immunitaires, perturbation de la circulation, on va avoir le lit de toutes les maladies chroniques qui est fait. Par contre, lorsque l'on met en marche le muscle, il va y avoir une régulation
de son poids, parce qu'on va naturellement perdre du poids. Il va y avoir une régulation du sucre, parce que le sucre est le carburant principal du muscle donc, et du cerveau. Donc, et il va y avoir l'opposé de ce qu'on appelle les cytokines, qui est une substance dont on a pris conscience il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle les myokines. Et ces myokines vont avoir un effet anti-inflammatoire, vont diminuer le stress oxydatif, vont booster les défenses immunitaires et vont favoriser la circulation, et en particulier la circulation au niveau cérébral. Voilà. Donc tout le gain de ce qui est l'activité. C'est nous qui la produisons nous-mêmes. Hein, c'est nous qui la produisons nous-mêmes par le métabolisme musculaire. C'est très intéressant. Voilà. Très intéressant. Voilà. Donc, en fait, comment prévenir et comment pallier la sédentarité, c'est diminuer chez les enfants en particulier le temps passé devant les écrans. On revient à une autre de nos émissions, nos chroniques. Diminuer avant 2-3 ans, pas d'écran. De 3 à 6 ans, maximum 1 heure par jour. De 6 à 17 ans, maximum 2 heures par jour. Au-delà, à l'âge adulte, favoriser l'activité physique et pas seulement le sport. Et c'est un rôle de médecin, de tout médecin, un rôle de médecin généraliste, de prescrire une activité physique adaptée à la personne, à son sexe, à son âge et à ses capacités, en plus de ses activités quotidiennes, prescription d'une activité physique sur ordonnance. Mais alors je dis bon courage parce que c'est très difficile à mater tout ça. Oui, mais n'oublions pas, comme je disais l'autre fois, que la sédentarité, c'est quelque chose qui est addictif et c'est quelque chose qui va faire que moins on va bouger, moins on va avoir envie de bouger. Donc, et moins on va bouger et plus on va avoir les conséquences qu'on a vues. Et voilà. Vous avez tout compris, n'est-ce pas? On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Et là, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui m'est cher. Oui. Et dont j'ai eu une longue conversation avec Sarah Cohen. Bonjour. Bonjour. Donc, Love Sisters. Dis-moi, Sarah, tu as eu plusieurs parcours dans ta vie. Oui, effectivement, oui. Je n'aime pas parler du passé, ça certes, je n'aime pas, mais quelquefois il est nécessaire de parler du passé pour pouvoir comprendre le présent. Et donc, voilà. Et donc, on va parler un petit peu de ta vie. Donc, en fait... aussi de ta souffrance, d'abord, aussi. Hein. Pardon? Et de ta souffrance. Et de ma souffrance. Du passé. Du passé. Disons qu'au niveau de ce que je pourrais dire de mon passé... Tu peux rapprocher ici, c'est que, pour le relier finalement... au sujet sur lequel j'aimerais présenter, en fait, là, je pourrais parler des années 70. Et dans les années 70, j'écrivais. C'était une des choses principales que je pouvais faire. Et je fréquentais un certain nombre de personnes qui écrivaient également et qui étaient dans l'édition. À l'époque, on était obligé de communiquer par courrier ou un peu par téléphone. Il n'y avait pas d'Internet et tout ça, donc c'était un peu plus long comme processus. Et en fait, tous ces gens étaient jeunes. On était jeunes tous à cette époque-là. Et on écrivait des choses qui n'étaient pas censées intéresser la grande édition, ou on n'avait pas envie de s'adresser à eux. Et donc, on composait nous-mêmes nos petits livres à la main, ou à la Renéo. C'était l'époque des fanzines, ça fleurissait un peu de tous les côtés. Et c'était un mouvement quand même assez dynamique, dont il reste encore quelques représentants à l'heure actuelle, dont un des plus connus et qui continue de faire un travail quand même vraiment intéressant, qui est les éditions du Castor Astral, qui ont toujours été animées par Jean-Yves Rezeau. Et Jean-Yves Rezeau, c'est quelqu'un qui vient en fait du monde de la musique, puisqu'à l'époque, il s'occupait de faire la promotion d'Electra en France, et il avait commencé par celle des Doors. Il avait commencé fort. Voilà, donc, voilà pour ce que j'ai à dire des années 70. Oui, les années 70, et ensuite
les années 70, 80 n'étaient quand même pas aussi libérales qu'aujourd'hui. Non, pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vrai que dans les années 70, on a eu, paraît-il, une révolution sexuelle qui a été annoncée. En tant que jeune de l'époque, on lisait des choses comme la révolution sexuelle de Wilhelm Reich. Mais globalement, en fait, quand on était en marche de la sexualité hétérosexuelle, on avait quand même... Enfin, moi, personnellement, je sais que je ne cherchais pas trop à divulguer que je pouvais avoir des relations homosexuelles. Bon, j'ai à le préciser, je ne me considère pas comme homosexuel. Non, pas du tout. Non, parce que, en fait, s'il fallait que je me détermine au niveau de la sexualité, que je me définisse, je suis bisexuel, je ne suis pas homosexuel. Non. Voilà. Mais tu es plus une femme. Pardon ? Tu es plus une femme. Après, dire que je suis plus une femme, c'est encore autre chose. Disons que j'ai pu me rendre compte que j'étais perçue assez souvent comme une femme. Ce qui est différent du fait que moi, je puisse me percevoir comme une femme. Aujourd'hui, j'ai tendance, effectivement, à me rapprocher de cette perception intérieure d'être une femme, mais sans plus. Parce que je ne peux pas prétendre déjà physiologiquement, physiquement, d'une manière aussi au niveau des hormones, tout ça, je ne peux pas. Et même au niveau du tout un tas de ressentis, je ne peux pas prétendre totalement me dire je suis une femme. Non, c'est faux. En fait, si j'ai choisi de m'appeler Sarah Cohen, c'est plutôt parce que... j'ai voulu choisir un pseudo féminin, au même titre que George Sand, par exemple, a pris un pseudo masculin. Donc tu es écrivain. Et j'écris. J'écris et tu as écrit suis aussi. Éditeur. Ouais, tu es éditeur aussi. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es éditeur J'ai commencé à être dans le cadre de l'auto-édition, effectivement, mais ça ne me suffisait pas. Parce que je n'avais pas envie d'être tout seul dans ma petite auto-édition. Là, je m'ennuyais. Et donc, j'avais envie de rencontrer des gens et de publier ce que j'écrivais. Donc, d'avoir on va dire peut-être des coups de cœur, je ne sais pas. Enfin, bon. Donc, en fait, les éditions d'Obsidienne, puisque c'est leur nom, ça a donc commencé dans les années 70, comme je vous les ai expliqué tout à l'heure. Mais... il y a eu 30 ans à peu près pendant lesquels je m'en suis plus occupé, ou pas trop. J'écrivais, je peignais, j'avais une vie d'artiste officielle déclarée à la Maison des artistes et tout ça. Et il fallait faire marcher le commerce et tout ça, de l'artiste. Il y a beaucoup d'aspects commerciaux dans la pratique artistique qui ont d'ailleurs fini par me lasser. Et donc il y a 5 ans, après avoir fait 10 ans de webmastering aussi au service des artistes, parce que je faisais des sites pour les artistes. Mais bon, donc il y a 5 ans, j'ai repris, parce que j'avais enfin du temps pour le faire, j'ai repris entièrement les éditions de l'Obsidienne. J'ai donc créé une page sur Facebook et puis je me suis intéressé aux réseaux sociaux et puis j'ai commencé à essayer de rencontrer des auteurs et des autrices pour les publier aux éditions de l'Obsidienne. Toutes sortes d'auteurs Toutes sortes, non, parce que bon, comme tout éditeur, j'ai ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Je fais donc des choix de sujets qui peuvent m'intéresser. Et donc parmi ces sujets, évidemment, il y a des sujets... Donc si des gens font partie du monde LGBT, qui écrivent sur le monde LGBT, c'est sûr que je vais plus m'intéresser à eux qu'à d'autres sujets, par exemple. D'accord. Ouais. Mais ceci dit, je ne m'intéresse pas uniquement non plus au monde LGBT. Est-ce que tu m'as amené un livre? Oui. Puis-je voir? Voilà. Donc là, j'ai apporté un livre qui s'appelle SOS mots SMS, donc qui est très dans l'histoire des réseaux sociaux. Et l'histoire de ce livre est que, en fait,
ça a commencé sur Facebook. L'histoire de ce livre a commencé sur Facebook. Donc, j'avais un ami Facebook qui s'appelle Mohamed Rajdi et qui est plasticien et qui vit au Maroc et qui avait mis en place un système de communication avec les personnes qui visitaient sa page. Donc, il plaçait très régulièrement un fond avec un paysage, par exemple, et sur ce fond, un mot. Et puis les gens réagissaient dans les commentaires par rapport aux mots. Bon. Et petit à petit, moi au début, je mettais un petit commentaire par-ci, par-là. Et puis un jour, j'ai commencé à en écrire un peu plus. Et puis à un moment donné, à force de le faire, j'ai fini par le contacter par message privé. Et je lui ai demandé, écoute Mohamed, est-ce que tu serais d'accord pour faire quelque chose ensemble? Tu me proposes un mot et j'écris un poème. Il m'a dit OK, et on s'est fixé comme objectif de faire ça pendant 36 jours. Donc tous les matins, il m'envoyait par mail un mot et j'écrivais un poème. 36 poèmes. Voilà. Et lui, il illustrait le mot, vous voyez, parce qu'il appelle des mots graphies. Il appelle ça des mots graphies. Et donc, voilà, il m'a envoyé le mot plaisir, par exemple. C'est toi qui as fait la 4e de couverture. Et la 4e de couverture. Tu peux me la lire. Donc, tu rapproches bien ton micro de la bouche. Donc, la 4e de couverture. Alors, acté et joué sur la scène facebookienne, SOS Mots SMS est une expérience menée par 2 internautes francophones, Mohamed Rajdi, artiste plasticien, et Sarah Cohen, héroïne romanesque et poétesse. À l'origine et en résonance avec son projet Fragment de la bibliothèque de Majnoun, Mohamed Rajdi postait chaque jour sur Facebook un mot en majuscule. Ses amis commentaient, Sarah Cohen le fit d'abord sobrement, puis partagea quelques courts poèmes dont le titre, le premier mot, était le mot du jour proposé par Mohamed. Sarah et Mohamed convinrent alors de jouer en message privé durant 36 jours au jeu des 36 mots. Chaque jour, Mohamed envoya un SMS qui ne contenait qu'un mot en majuscule. Sarah répondit par son poème du jour. Cette première succession de SMS navigua dans les ténèbres planétaires entre Montpellier et Casablanca comme un SOS d'un zodiaque à la dérive en quête d'un monde meilleur. À Marrakech, la réorganisation des SMS dans l'espace-temps fut confiée au sortilège de jeunes mains pures et innocentes qui tirèrent du chapeau une nouvelle succession des 36 mots écrits à la main sur des petits papiers pliés en 4. Mohamed Rajdi et Sarah Cohen, en parfaite concertation assumée, rendent ainsi au réseau ce qui appartient au réseau et partagent leur épistolaire aventure artistique de mots, graphies et poèmes. Bravo, bravo. Écoute Sarah, je voudrais que tu regardes la caméra et que tu me dises où on peut te joindre, comment on fait pour te joindre. Donc, pour me joindre... Tu peux rapprocher toujours parce que pour me joindre, j'ai donc une adresse mail, Sarah, avec un H, .cohen, C-O-H-E-N, @l'obsidienne, en un seul mot, .org. Et sinon, j'anime le site... l'obsidienne.org, je m'occupe de le mettre en page et d'y ajouter des articles. Donc on peut aussi trouver des informations sur ce site. Et puis il y a une page édition de l'Obsidienne sur Facebook. J'ai un profil Sarah Cohen sur Facebook. Et puis Sarah Betsabe Cohen sur Instagram. Bravo. Et YouTube aussi. Oui, j'avais créé une chaîne YouTube il y a au moins 6 ou 7 ans qui est restée vide jusqu'à il y a 3 ou 4 jours. Il y a 3 ou 4 jours, je me suis décidé d'enfin y placer une vidéo. Donc c'est un poème de j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. C'est un poème. C'est un poème. Non, on va couper, t'inquiète pas. Sarah, ça fait un plaisir de te connaître, mais je pense que nous n'avons pas fini notre conversation, donc nous allons être obligés de te réinviter parce que nous sommes curieux d'une suite. Donc j'espère que tu vas accepter notre invitation. J'accepte, bien sûr. Parce que comme ça, on pourra aller au-delà du psychisme, etc. Et ça, c'est intéressant. Et ça nous intéresse. Okay. Je peux
c'était quand même pour la vidéo, parce que franchement, ça m'énerve d'avoir des trous de mémoire comme ça, c'est horrible. Donc, dans cette vidéo, Inaya Al-Ajnabi, qui est donc une des poétesses que j'ai dites, lit un de ses poèmes qui s'appelle Le Hérisson. Voilà. Merci beaucoup. Pour le Et rattrapage. à très bientôt. On t'invite rapidement parce que pour moi, nous n'avons pas fini. Hein. Mais maintenant, c'est au tour. C'est au tour, oui. Si tu veux, je finis la phrase. Véronique. C'est à mon tour. Véronique. Mais t'as pas la finir, C'est on pas s'en grave. fiche. Mais c'est très bien. Mais oui, on est dans la bonne humeur, dans la joie. Donc oui, c'est mon tour. Et on reçoit aujourd'hui Nathalie. Bonjour. Nathalie Lanoé. Alors moi, je suis très contente parce que depuis que je suis chroniqueuse ici, ça doit faire à peu près 2 ans, eh bien moi j'ai à cœur de recevoir des invités que je ne connais pas. Et je fais leur connaissance. Et il se trouve que Nathalie, quand j'ai reçu la liste des invités, ben j'ai éclaté de rire parce qu'en fait on se connaît. On s'est croisés quelques fois dans des réseaux, des soirées de réseautage. Voilà. Et j'aime beaucoup déjà la femme, la personne, l'humaine qu'elle est. Et ben on a eu un petit coup de cœur quand même, on peut le dire. C'est vrai. Voilà. Et elle va vous parler parce que moi j'adore ce qu'elle fait. D'ailleurs, vous voyez sur le plateau, voilà, c'est elle qui fait ça. Quelques exemples. Voilà en tout. Voilà, et elle va nous expliquer comment sont réalisés, créés ces objets de décoration avec des végétaux, mais des vrais végétaux, c'est pas du plastique. Ah, c'est pas du plastique. Voilà. Ce n'est pas du plastique. Allez, Ce à sont toi. des végétaux stabilisés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la sève dans les végétaux. Elle a été remplacée par une substance à base de glycérine et vous pouvez garder les végétaux comme ça au moins 10 ans. Donc c'est comme un tableau, vous l'accrochez, vous regardez, il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire que vous l'arrosez surtout pas. Il faut penser en fin de compte le contraire de ce qu'il faudrait faire avec les vrais végétaux. Enfin ceux qui sont encore vivants. C'est un peu la momification des végétaux. Ça fait moins joli comme ça. Oui. Hein. La taxidermie, non? La taxidermie, voilà, c'est ça. Et là, il n'y a pas d'insectes. C'est ça, voilà. Pas de chance pour tes photos. Dommage, c'est joli. Quoique, des fois, il y a C'est des joli. araignées qui viennent. Ouais, elles se trompent, elles aussi. Donc, ça a été stabilisé en usine. Et moi, je reçois les végétaux comme un fleuriste. Et je fais mes créations après. Donc, ça peut être... au tout départ des magnettes, ça peut être des tableaux. On fait aussi la reconstitution de bonsaï, des murs végétaux... comme à Porsche, si vous connaissez Porsche à Moggio, je fais une petite pub, parce que là, il y a un grand tableau un grand mur qui fait 8 mètres carrés. Donc, et tout le monde peut aller le voir, comme ça, vous allez visualiser correctement ce que je fais en grandeur nature. Parce que là, comme l'arbre de Extérieur vie. ou intérieur? Alors, ce sont des produits que pour l'intérieur, parce qu'il ne faut pas d'eau, pas de soleil. Hein. Alors, par contre, il y a 0 entretien. Quelqu'un qui n'a pas la main verte, c'est fait pour vous. Parce que moi, j'ai ma fille qui arrive à faire crever des cactus et maintenant, elle peut avoir de la verdure. Oui, elle est très forte, ma fille. Donc maintenant, elle peut avoir de la verdure chez elle, sans entretien, et au moins, comme ça, ça ne meurt plus. Mais il y a des fleurs aussi, non? Alors, il y a 600 références de végétaux. Donc, on a quelques fleurs, mais c'est surtout des végétaux, comme là, vous avez du lierre, du ming, la fougère lutie. Là, ce sont des fleurs, ce qui est rouge, là, c'est de l'hortensia, parce qu'on reçoit en tête d'hortensia, par exemple, et ensuite, on défait un petit peu et on fait des petits poquets d'hortensia pour donner une couche, et ça peut être toutes les couleurs... Parce qu'en fin de compte, quand c'est stabilisé, il n'y a pas vraiment de couleur. On met des pigments alimentaires dans en même temps que le processus de la stabilisation. Donc, si vous voulez du jaune, vous mettez du jaune. On peut avoir du rouge, du noir, du rose. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des couleurs comme là, c'est du lichen. Donc, le lichen, c'est ce que mangent les rennes. Et effectivement, c'est pas vert comme ça au départ, hein, c'est beige. Hein. Donc, on met des pigments verts et ça fait du lichen vert. Ça peut être du rouge, du rose, du orange. Voilà. Je dirais un mandala. Alors là, c'est l'arbre de vie. L'arbre de voilà. C'est un nouveau produit que nous avons. Et puis, donc moi, en fin de compte, je suis rattachée à cette société depuis 2014. Parce qu'au départ, c'est Monsieur Sub, Jean-Luc, qui a créé sa société DVS Green Gallery, donc décoration végétale stabilisée. Et j'avais un magasin au Gros du Roi en 2014.
Et je l'invitais à exposer dans mon magasin. Et moi, j'étais créatrice de bijoux. À peu près dans le style c'est qu'a Véronique. Et comme il y avait plein de créateurs de bijoux, je me suis dit, il serait peut-être temps de commencer à penser à faire autre chose. Donc, j'ai mélangé le stabilisé avec mes bijoux, donc que je faisais aluminium, cuir et câble électrique. Oui, ça c'est original. Très original, j'étais la seule à le faire, donc c'était impeccable. D'ailleurs, mon nom était impeccable à l'époque, un P et câble. Ah oui, pas mal le jeu de mots. Et donc, quand Jean-Luc est venu dans mon magasin, j'ai tilté, pas forcément sur Jean-Luc, mais sur les végétaux, ce qu'il faisait à l'époque. Et on a décidé de travailler ensemble. Donc, depuis 2014, on travaille ensemble. Et on a agrandi l'entreprise. On va dire que là, maintenant, avant, il faisait que des marchés. Après, ça a été des expositions. Et là, maintenant, on travaille avec des hôtels, des concessionnaires, des aéroports, des gares, enfin, un peu partout. Hein. Des particuliers? Alors, des particuliers, oui. Et nous venons faire des devis chez les particuliers comme si c'était un hôtel, un restaurant, enfin voilà, un professionnel. Et nous établissons avec eux un devis avec, en fin de compte, c'est comme une pizza. Ils choisissent les végétaux et par rapport à son intérieur, au choix, à ce qu'il aime, je les aide un peu aussi pour les diriger parce qu'on ne fait pas tout en stabilisé. Par exemple, il y en a un qui m'a demandé du muguet, c'est pas possible. Donc, parce que le muguet fane rapidement et le moment de la stabilisation est sur plusieurs jours, donc on n'a pas le temps de stabiliser, qu'il est déjà mort. Oui. Donc, et ensuite, eh bien, on prépare en amont nos panneaux et puis après, on choisit d'une date et on vient chez la personne pour installer le mur. Voilà. Donc, je vois que tu travailles avec du bois, c'est-à-dire que vous avez donc tes compositions. Voilà, dis-nous un petit peu. On travaille avec des partenaires aussi. D'accord. Donc, pour le bois, on a 2 partenaires. Pour les petites magnettes, on a encore une autre partenaire. On a des architectes aussi, parce que grâce à eux, du coup, on trouve aussi des nouveaux clients. Donc, oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que vous trouvez vos clients finalement? Alors là, moi, je suis une folle d'Internet. Donc, je suis sur Insta, TikTok, les Candles, Facebook, enfin tout ce que je peux faire, je fais. J'ai un site internet. Voilà, je me fais connaître. C'est H24. Faut être toujours sur. On a autant de créations. Enfin, je passe autant dans la création que sur le net. Voilà. Et donc, combien de temps, à peu près, par exemple, moi, je voudrais chez moi sur un mur. Une composition en longueur, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, du 50 sur du 1,50 m. Tu viens à la maison, tu vois le mur, et donc on voit ensemble, on choisit ensemble, c'est ça, si j'ai bien compris, on choisit ensemble 600 références, c'est ça? Il y a 600 références de plantes, oui, de végétaux. D'accord. Donc après, il y a plusieurs, soit côté tropical, forestier... Tout dépend là, c'est génial. Ça veut dire que si je veux dans ma salle de bain, je fais une forêt tropicale. Voilà, c'est ça. Mais dans la salle de bain, on hésite un peu parce qu'il ne faut absolument pas d'humidité. Alors, si vous avez une bonne aération, fenêtre, VMC, tout ça, c'est possible. Mais on ne mettra pas tous les végétaux. On va plutôt s'orienter sur des mousses parce que ça craint moins l'humidité. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux t'adresser à la caméra qui est là-bas et nous donner, alors peut-être pas tout puisque tu es partout, mais où est-ce qu'on peut voir tes belles créations et où est-ce qu'on peut trouver tes coordonnées? Alors, déjà, j'ai un site internet qui s'appelle DVS Green Gallery, tout en attaché. J'ai une page Facebook Nathalie '(S) Green Gallery. Et aussi, j'ai 2 dates à vous communiquer, au cas où si vous voulez me rencontrer. Donc, ça sera au Ponant, un très chouette lieu, le samedi 20 mai de 10h à 19h. Et au Mattel, le samedi 3 juin de 10h à 20h. Et à la foire internationale en octobre. Voilà.
Eh ben, c'est super, merci. Voilà, et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas la main verte, c'est génial. C'est vrai. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci. Et maintenant, c'est à ton tour, Nawel, avec Mais ton oui, invité. c'est à mon tour. Alors moi, j'ai le plaisir de vous présenter Shirley. Bonjour. Et bonjour Shirley, bienvenue chez Love Sisters, et qui est venue aujourd'hui, entre autres, elle va nous parler d'elle, mais aussi de son livre qui s'intitule Les blablas de Shirley. Parce que le monde du plateau, de la télé, de la radio ne lui est pas inconnu, Shirley. Eh oui. Qui es-tu alors qui je suis? Je suis plusieurs personnes. Donc en fait, la base de ce livre, c'est une histoire d'amitié. Elle a commencé il y a 2-3 ans. Il faut savoir qu'avant d'écrire le livre, j'ai été couchée pendant 3 ans. J'avais une péricardite au cœur. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée dans ma vie. Et j'ai la chance d'avoir de véritables amis. Et un jour, quand je m'en suis bien remise, on s'est dit, on va faire des lives sur Internet. Donc on est parti à faire sur les réseaux sociaux des lives en chanson, et parce qu'il faut savoir qu'à la base je suis passionnée, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui touchait à l'art, que ce soit la chanson, l'art plastique, voilà, j'adore ça. Et donc du coup je lançais à chaque fois des idées saugrenues, allez on va faire le roi soleil, faisons les fous, j'achète 400 balles de costumes, on y va, hop, et tout le monde mettait les sous sur la table, on se déguisait, on faisait des lives de folie. Et je voulais pas m'arrêter là. Je voulais que cette amitié se transforme et que la chanson devienne un impact pour d'autres. Et il faut savoir que à travers ces lives, on aidait d'autres associations. Et c'est la base de ce livre. Ce livre, tous les fonds de ce livre sont reversés à l'association Agir et l'association Né pour guérir. Alors l'association Agir, c'est une association qu'on retrouve donc sur Nîmes, qui aide les plus démunis. Et l'association Né pour guérir, qui est dirigée par Jean-François Castagnier, c'est une association qui aide les enfants malades et handicapés. Donc une partie de ce livre est reversée donc à ces deux associations. Et ce livre, en fait, il raconte mon histoire en tant que femme, en tant que Shirley, en tant que Paula, en tant que Stéphanie. Donc Shirley, c'est moi, enfin c'est moi, non c'est pas moi, c'est le nom que j'ai inventé en tant qu'artiste. Stéphanie, c'est mon vrai prénom. Et Paula, en fait, mes amis m'appellent Paula. Donc c'est 3 personnes différentes qui sont dans ce livre. Donc il y a la maman, il y a l'artiste, il y a l'ami, et voilà. Et grâce à ce livre-là, en fait, j'ai rencontré des gens qui sont fabuleux et qui partagent avec moi l'amour de la chanson, du partage. Et donc à travers ça, j'ai réussi à me retrouver sans le vouloir, malgré moi, dans des stations radio et tout ça, où j'ai créé ma propre chronique aussi. Et donc voilà donc un peu l'histoire de ce livre. C'est à l'issue de ta guérison, c'est ça, que tu t'es lancé dans cette aventure? Ouais. Des lives? Ouais. Oui, il fallait, vous savez, quand vous êtes au plus mal, que votre corps vous fait du mal, qu'un cœur on en a qu'un, hein. On a tout en double, sauf le cœur. Alors, on meurt pas d'une péricardite, hein. Il faut le savoir, c'est contraignant, mais on n'en meurt pas. Et il fallait que je fasse quelque chose de moi. Et la question, c'était quoi? Et la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et en lançant ça avec les copains, c'était vraiment pour montrer aux gens que l'amitié, ça rassemble aussi. Voilà. Ouais, et la musique, c'est ce qui rassemble des millions de personnes. Voilà. C'est le seul endroit où on arrive à se retrouver à l'unisson et à parler et à chanter la même chanson. Et voilà, l'histoire de ce livre, c'est ça. Et je voulais que ça aide d'autres. Donc dans ton livre, tu nous racontes ton histoire et cette aventure aussi. Oui, tout est marqué. Alors c'est écrit comme je parle. L'aventure, j'ai vu qu'il y avait des photos aussi. Oui, il y a mon village. C'est toi qui l'as écrit toute seule. Oui, je l'ai écrit toute seule. Ouais. Voilà, je l'ai écrit toute seule et j'écris comme je parle. Donc, la maison d'édition, c'est Nombre 7. Voilà, et j'ai été éditée par les maisons d'édition 7 de Nîmes. Comme celle voilà. d'origine.
Des blablas de Shirley. C'est Ouais, toi qui et as en trouvé fait- le titre aussi? Oui, parce qu'en fait, il faut Ouais. savoir qu'en amont, il y avait une chronique que j'avais fait donc sur les réseaux sociaux qui s'appelait Les Blablas de Shirley, où je mettais en avant aussi des jeunes qui chantaient sur les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, je voulais me servir de ça aussi. Et ça reste parce que moi, je parle, je dis, vous buvez un café avec moi, on en a pour 3 heures, quoi. Je veux dire, Mais je vois que tu aimes parler, oui. j'ai la tchatche, quoi. Ce n'est pas ton premier livre. Si, c'est mon premier livre. C'est ton premier C'est mon livre. premier livre. Oui, oui. Après avoir bien mis le désordre sur les réseaux, Oui, voilà. etc. Voilà, non, mais en Tu fait, t'es c'est lancé. oui, voilà, c'est vraiment le premier livre. Et en fait, je suis assez fière de moi parce que j'ai toujours eu des difficultés à l'école et j'avais jamais écrit et je me dis en fait c'est le point final en fait de quand on est adulte, quand on est enfant, on peut avoir, c'est compliqué aujourd'hui pour des gamins qui sont dysphasiques ou qui ont une dyslexie et moi j'en fais partie et je suis super fière de moi parce qu'en fait j'ai réussi à travers toutes les difficultés que j'avais dans ma scolarité à faire un bouquin. Voilà. C'est une victoire. Ouais, c'est une victoire. Et c'est une victoire pour aussi toi. pour les. Parce que je voudrais bien appuyer sur le fait que c'est vraiment pour soutenir ces deux associations, parce qu'elles ont été essentielles dans le démarrage de tout ce qui s'est passé dans ma vie et dans celle de mes camarades, que j'embrasse d'ailleurs. Et parce que c'est vraiment essentiel de parler de ces deux associations, parce qu'elles font un travail remarquable. Et il faut aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. C'est pas en restant chez soi, derrière une caméra ou à table avec des amis, qu'on voit ce qui se passe dans la rue. Et il faut aller dans la rue, il faut voir. Et l'association Agir, moi ce jour-là, je me suis pris une claque. Mais alors vous pouvez même pas vous imaginer la claque que je me suis pris ce jour-là, parce qu'on était là tous les 5 avec un barnum sous la pluie, un réveillon de Noël et des gens qui arrivaient de partout et qui venaient chercher un pochon alimentaire. Et ils étaient une dizaine là avec leur table sous la pluie à donner leur pochon qu'ils avaient mis des semaines à remplir pour leur donner à manger. Et on voit les gens qui marchent autour et qui sont là pour faire leur achat de Noël, mais ça vous coûte quoi de vous arrêter 5 minutes? Ça vous coûte quoi 5 minutes sur une vie? Voilà, parce que eux ils dorment dehors. Et ça, c'était important de le signaler parce que souvent, on essaie. C'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Confronté à la réalité. Comment? Je crois qu'aujourd'hui, tu auras encore plus de combats. Ouais, mais il faut se battre contre ce genre de choses. Voilà, ça ne devrait plus exister en 2023. Très intéressante. Hein, voilà. Et l'association Née pour guérir, elle, s'occupe des enfants malades. Donc c'est tout un groupe qui font des tombolas, des manifestations et tout ça, et qui récolte des fonds pour aider les enfants malades. Dernièrement, j'ai rencontré Kylian qui est atteint d'une pathologie, d'une dyspraxie. Et en fait, l'association Née pour guérir lui a reversé des fonds pour qu'il puisse acheter un ordinateur, pour qu'il puisse continuer les cours à la maison, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est déscolarisé, parce que le système, il faut dire ce qui est, le système ne le prend pas en charge, parce que sa dyspraxie est importante, et que c'est un enfant qui peut pas suivre une scolarité, il pourrait suivre une scolarité normale, c'est qu'on n'en veut pas. Voilà, tout à fait, il faut dire ce qui est. En tout cas, tu as su en faire quelque chose de constructif et de positif. Mais c'est ça la musique. La musique, ça doit être ça. Non, pas ça... de ça, des réseaux sociaux. Oui, mais Parce que tout à l'heure, tu disais, oui, il faut aller dans la rue pour voir un petit peu la réalité. Mais on peut regarder aussi que les réseaux sociaux, ils ont été à double tranchant. C'est que l'indifférence dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est aussi due à tous ces écrans. Cette espèce d'aliénation devant l'écran où on peut regarder une guerre à la télévision et ne rien ressentir et continuer à manger son dessert. Exactement. Et aller se coucher après. Mais descendre dans la rue, c'est se confronter à notre réalité et c'est souvent assez douloureux la réalité. Oui. Donc ce que j'admire et je souligne chez toi, c'est que tu as fait quelque chose de constructif, de vivant à travers les réseaux sociaux. Oui. Tu vois. Et donc dans toute cette aventure-là, j'ai rencontré par le plus grand des hasards, j'ai mis une chanson pour m'amuser sur les réseaux sociaux et elle a fait le buzz. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse le buzz. Je l'ai mis vraiment pour m'amuser. C'était un concours. J'ai dit tiens, là, en Guingamp, on balance la musique, on verra. J'ai pas gagné, mais je suis arrivée dans les 5 premiers. Et en fait, de cette vidéo, j'ai rencontré Frédéric Ponce, qui m'a fait faire ma première radio. Voilà. Et de là, on s'est liés d'amitié et j'ai fini donc à la chronique à la radio. Et je l'embrasse d'ailleurs. Et j'ai rencontré donc plein de personnes autour de ça. Justement, est-ce que tu peux regarder la caméra
Et dire alors le livre, si on. Alors le on veut livre, l'acheter, où est-ce qu'on le trouve le livre, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes littéraires. Vous pouvez même le retrouver sur l'édition 7 de Nîmes. Et moi, vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, sur Shirley Blabla. Voilà. Et vous verrez tout mon univers autour des chroniques et du livre et des amis. Voilà. Super. Merci Shirley. Ouais, merci. Ce fut une très belle C'est émission. du bien, ouais. Très belle émission. Merci à tous. Ouais. Donc on a envie d'aller encore plus loin. On a envie d'aller plus loin avec certains d'entre vous. Vraiment. Même de toi, avec tes insectes. Et en même Les araignées. temps, voilà, on a été très heureuse de vous recevoir. Et Merci. Et à très bientôt, j'espère. Et on dit à tout le public et ceux qui sont derrière en train de nous regarder là dans la Bye pièce. bye. Bye bye. Au revoir.